Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le sénateur Pierre Frogier. Bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Merci d'accepter notre invitation à quelques jours de la visite de Gérald Darmanin et à 4 mois des élections sénatoriales, un peu moins de 4 mois même. C'est le 24 septembre prochain. Vous avez été député, Pierre Frogier, depuis 2011. Vous êtes sénateur, 2 mandats. Pourquoi est-ce que vous sollicitez un nouveau mandat en septembre 2023, puisque vous avez fait part de votre candidature il y a quelques jours maintenant? Oui, bien sûr. Écoutez, je pense avoir consacré ma vie, comme ma vie politique, à la Nouvelle-Calédonie, de façon qu'elle inscrive définitivement son avenir dans la France. Et je pense pouvoir vous dire aujourd'hui que, malgré beaucoup de difficultés, la Calédonie restera dans la France, mais que le travail n'est pas tout à fait achevé. C'est un long parcours et qui remonte, vous le savez bien, dans les années 1980, puisque vous-même, vous nous avez rejoints au moment où la Nouvelle-Calédonie allait très mal, au moment des événements. Et puis, il y a eu la poignée de main, il y a eu la signature des accords Matignon-Oudinot. J'ai eu la chance d'être au premier rang de ces négociations et de cette signature qui a été donnée dans la nuit du 25 au 26 juin 1988. Là, je dois vous dire, et vous vous en souvenez, qu'une majorité de nos compatriotes étaient très sceptiques sur les accords Matignon-Oudinot, à tel point que nous avons été critiqués, nous avons été mis en cause, et jusqu'à nous reprocher que nous avions vendu la Nouvelle-Calédonie aux indépendantistes. Ensuite, il y a eu 1998, il y a eu l'accord de Nouméa, et aujourd'hui, à l'issue de l'accord de Nouméa, dont on pourra reparler si vous souhaitez, la Nouvelle-Calédonie reste ancrée dans la France. Donc c'est en raison de ce parcours que je sollicite effectivement un nouveau mandat au Sénat, car tout ce que je viens de vous dire, il y a une assemblée qu'on appelle la Haute Assemblée qui a joué un rôle déterminant. Elle a toujours été à côté de la Nouvelle-Calédonie. Le Sénat a toujours été à côté de la Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie a été dans le Sénat, pas seulement à côté, dans le Sénat. Souvenez-vous du discours du 25 janvier 1985, prononcé par Dick Ukwe, qui était sénateur à ce moment-là, et qui a permis à la France d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là, en 1980, tout ce qui s'était passé entre 1982 et 1984. Ça a permis à la France d'ouvrir les yeux à tel point, ça paraît peut-être anecdotique, que le bureau du Sénat, présidé par Alain Poher à ce moment-là, a décidé de publier ce discours dans toutes les mairies de France, dans les 36 000 mairies de France. Vous vous rendez compte de l'impact que ça... Il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. Vous vous rendez compte de l'impact que ça a pu avoir. Eh bien, nous le devons au Sénat, nous le devons à des personnalités éminentes comme Charles Pasqua à ce moment-là. Et au moment où je vous parle, demain, le Sénat jouera vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, un rôle déterminant. Les Calédoniens connaissent pas, enfin les Français en général d'ailleurs connaissent assez mal le rôle du Sénat. C'est une assemblée plus discrète que l'Assemblée nationale. Quel rôle elle peut jouer, en quoi le Sénat peut avoir un rôle pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les Calédoniens peuvent vraiment comment est-ce que vous pouvez leur expliquer? C'est en complément de l'Assemblée ou c'est contrôle de l'Assemblée? Non, c'est une Assemblée, donc, la Haute Assemblée, le Sénat. Mais c'est une culture différente tout d'abord. Et puis ensuite, le Sénat, c'est l'Assemblée représentative des collectivités locales. C'est-à-dire que les sénateurs ne sont pas élus comme les députés au premier degré. Ils sont élus par des conseillers municipaux.
Alors après, ça dépend du nombre d'habitants, du nombre de... Enfin, le principe, c'est que il s'agit d'une élection au second degré. Ce sont les élus municipaux qui ont eu eux-mêmes la confiance des électeurs de la commune, qui choisissent leurs sénateurs. Ce sont les grands électeurs, comme on les appelle, qui votent pour les élections sénatoriales. Et donc, vous avez une approche tout à fait différente de tous les problèmes. Et ce sont surtout des sénateurs effectivement ont une relation un peu différente aux électeurs. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est une assemblée qui résonne en plus sur le temps long et qui a une grande stabilité en interne. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, parce qu'au Sénat, il y a encore des collègues députés que je connaissais, que j'ai connus pendant plusieurs années à l'Assemblée nationale, qui sont aujourd'hui au Sénat. Et puis depuis maintenant 2 mandats que j'y siège, j'ai réussi à organiser des réseaux qui font que je suis un peu, enfin, pardonnez-moi de vous parler de moi, mais un peu l'identité de la Nouvelle-Calédonie au Sénat. Et puis surtout, le président du Sénat, Gérard Larcher, que je remercie d'ailleurs pour son soutien. Il a transmis un message vidéo, effectivement, dans lequel il se réjouit que vous soyez candidat. Dans cette nouvelle candidature. Mais Gérard Larcher a aussi une très grande proximité, une proximité historique depuis les années 90 avec la Nouvelle-Calédonie. Et c'est un homme c'est une personnalité aujourd'hui, n'oublions pas, c'est le 2e personnage de l'État. Et c'est une personnalité qui a réussi ces dernières années à faire en sorte que le Sénat ne perde pas son âme. En tout cas, je me souviens qu'au début de 2017, dans une réforme constitutionnelle que le président de la République voulait porter, il s'agissait non peut-être pas de supprimer le Sénat, mais en tout cas d'empêcher qu'il ait un poids déterminant comme il peut avoir aujourd'hui. Alors Pierre Follet, vous nous parliez, je vous demandais pourquoi ce nouveau mandat, vous êtes remonté aux accords et à votre parcours politique. Vous savez qu'on est dans une grande époque de dégagisme, de jeunisme. Ce nouveau mandat, c'est pour poursuivre le travail que vous avez accompli, le parfaire, l'accomplir, pour faire une nouvelle étape dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, pour le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Vous voulez participer à cette nouvelle étape ? Est-ce que vous pensez que certains vont pas dire, bon, c'est bon, il a fait 30 ans, pourquoi continuer encore, quoi ? Oui, mais vous savez, je le comprends tout à fait. Après, il y a des choix à faire. Encore une fois, moi, je suis pas, enfin, je le savais bien, hein, je suis pas à la recherche d'un nouveau mandat. Mais j'ai pris un engagement vis-à-vis des Calédoniens, vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que, malgré les difficultés, malgré peut-être les incompréhensions à certains moments, je peux présenter un bilan. La Nouvelle-Calédonie restera française. Je vous répète, malgré tous les doutes qu'il y a pu y avoir ces dernières années, la Nouvelle-Calédonie restera française. Sauf que maintenant, il faut achever ce processus et écrire son avenir politique et son avenir institutionnel. Et je souhaite conclure, lors de mon prochain mandat, je souhaite conclure cette trajectoire. Je ne veux pas quitter les responsabilités politiques à ce moment essentiel de notre histoire. Il ne suffit pas maintenant de constater que la Nouvelle-Calédonie restera française. Il s'agit de savoir maintenant comment. Puisque, peut-être qu'on en parlera. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a un statut à rechercher. Il y a notamment, effectivement, il y a eu malheureusement des dégradations ces dernières années. Et il faut conclure. Je pense que ce sera pendant ce mandat
J'espère que ça arrivera assez vite. Mais enfin, il faudra se donner un petit peu de temps. Et le Sénat sera décisif dans cette démarche. Sera décisif pour conclure encore une fois, ce long chemin, cette longue trajectoire ouverte à la fin, ouverte à la fin des années 80 et qui, j'espère, pourra arriver à un aboutissement qui pourra rassurer le plus grand nombre. Encore un mot sur les sénatoriales, on l'a dit, c'est une assemblée que les Calédoniens ne connaissent peut-être pas très bien, c'est un mode d'élection un peu compliqué. Il y a 2 postes à pourvoir pour la Nouvelle-Calédonie. En un mot, vous avez été surpris de la candidature de Georges Naturel qu'on a appris il y a 48 heures? Pas été surpris, non, puisqu'il m'en avait parlé. Vous savez, nous avons là aussi un long parcours ensemble avec Georges Naturel. Je sais que c'est un bon maire. Ça a été un bon maire dans une commune difficile. Donc, la population a explosé ces dernières années. Et ce que je pense, c'est que ses administrés l'ont élu pour être maire, parce que c'est un bon maire. Alors, vont les abandonner en cours de route, c'est peut-être pas ce qu'ils attendent. Mais ensuite, c'est la loi de la démocratie. Hein, ce sont des naturels peuvent se présenter. Et puis, mais je le regrette un peu. Pourquoi? Parce que à ce moment essentiel, je vous le disais, il y a lieu de resserrer les rangs. Il y a lieu de nous serrer les coudes. Et moi, je suis je constate avec intérêt, avec espoir, le regroupement de la famille dite loyaliste, le regroupement des partisans de la France. Après beaucoup de difficultés, après des aspirations qui pouvaient être divergentes, les partisans de la France ont décidé de se réunir, de se retrouver. Et dans la perspective de ces élections sénatoriales, je souhaite que la majorité présidentielle évidemment, on présentera un candidat, je suppose, et que nous soyons ensemble, que nous portions ensemble les intérêts de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Parce que jusqu'à présent, les loyers s'étaient regroupés. Le rassemblement dont vous êtes l'ancien président, dont vous êtes toujours bien sûr membre, était un peu à côté des loyalistes. Vous pensez qu'il y a des passerelles communes, enfin une possibilité de travailler ensemble pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Je crois qu'on le constate, on va le constater lors de cette échéance sénatoriale. Nous ferons, on aura une démarche commune avec le candidat de la majorité présidentielle. Je ferai ça, parce qu'encore une fois, c'est pas seulement nécessaire, c'est indispensable. C'est indispensable pour être entendu, pour être écouté et pour être les meilleurs à Paris, et c'est indispensable pour rassurer les Calédoniennes et les Calédoniens. Alors les sénatoriales, c'est en septembre, le 24 septembre même. Entre-temps, il y aura un certain nombre de choses, et notamment dans quelques jours, maintenant la semaine prochaine, la visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. J'aimerais savoir ce que vous en attendez, ce que vous pensez de la méthode de travail mise en place, et puis peut-être l'un des thèmes essentiels, on le voit bien depuis que Gérald Darmanin s'occupe du dossier calédonien, c'est le dossier brûlant du corps électoral. Le ministre s'est engagé à dégeler le corps électoral. Il a dit il a affirmé qu'il ne convoquerait pas les provinciales de mai 2024 sur un corps électoral restreint. Comment est-ce qu'il peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut dégeler le corps électoral aujourd'hui? On en parle depuis qu'il est gelé en 2007. C'est un sujet qui semble insoluble. Les indépendantistes ne veulent pas en parler. On ne va pas trouver d'accord avec les indépendantistes pour un dégel. Écoutez, je salue l'énergie du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, non seulement sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie, mais en général sur l'ensemble des questions qui se posent dans son portefeuille ministériel. Et je pense que le fait qu'il consacre à nouveau quelques jours dans son agenda à la Nouvelle-Calédonie, c'est bien la preuve que c'est pas seulement de la bienveillance
pour la Calédonie. Il est certainement convaincu du fait que la Nouvelle-Calédonie doit ancrer son avenir dans la France, et je ne doute pas qu'il essaiera de faire au mieux. Alors, s'agissant effectivement du gel du corps électoral, parce que c'est un sujet qui n'est pas anodin. Et on sait que c'est un sujet que vous suivez, si on peut dire, de longue date, puisque oui. Vous étiez député quand... Oui. Le corps J'étais député, effectivement, et je voudrais que le plus grand nombre relise la déclaration que j'ai faite à l'Assemblée nationale au mois de décembre 2006, lorsqu'il a été question du gel du corps électoral. Et je ne retire rien de ce que j'ai dit là, et c'était déjà l'anticipation de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, ce que je souhaite indiquer, ce que je souhaite effectivement faire comprendre, et mon propos s'adresse aussi à celles et ceux qui sont proches évidemment de nos idées, mais aussi aux indépendantistes. Le gel du corps électoral, ce n'est pas un acquis des accords de Nouméa. Il faut bien se foutre ça dans la tête. Ce n'est pas un acquis. En 1998, lorsque nous signons, et ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel, il y a eu une campagne électorale en 1998. Au mois de novembre, les Calédoniens ont été consultés sur les accords de Nouméa. Ils ont voté à 72%. Pourquoi ? Ils ont voté pour un corps électoral glissant. C'est clair, c'est net, c'est écrit partout. Un corps électoral glissant. Sauf qu'en 2007, le président de la République, Jacques Chirac, qui quitte le pouvoir 2 mois après, et c'est la convocation en février 2007 à Versailles, mais le débat, c'est ce dont je vous parlais là, en décembre 2006 à l'Assemblée nationale et puis ensuite au Sénat, on passe à un gel du corps électoral. Gel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les nationaux français qui décident de poser leurs valises en Nouvelle-Calédonie n'ont plus le droit de vote et ne peuvent plus jamais devenir citoyens. Ce que je veux vous dire, ce que j'affirme, c'est qu'à partir de 2007, il n'y a plus d'accord de Nouméa. Il y a eu une revendication, les indépendantistes se sont roulés par terre, avec d'ailleurs des amis à eux très proches et qui sont toujours un peu en train de magouiller de gauche et de droite d'ailleurs. Voilà. Ces gens-là ont obtenu du président de la République, Jacques Chirac, le gel du corps électoral. Le Parlement, par son vote, a déchiré, je ne sais pas si je peux trouver un terme plus fort que ça, a déchiré l'accord de Nouméa. Depuis 2007, on n'est plus dans un accord. Vous aviez dit à l'époque que vous sentiez désengagé de l'accord de Nouméa, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais quand je dis ça, on me dit « Ah ben oui, mais Frogier veut foutre le feu au lagon ». Et ce sont les mêmes qui, quelques années après, lorsque je lève les 2 drapeaux avec Charlie Pidgeot pour effectivement reconnaître les 2 identités et pour préparer une solution en commun, ils me disent que je vends la Calédonie aux indépendantistes. Les mêmes qui disent ça. Et maintenant, bon, j'espère qu'ils auront à rendre compte de toutes ces incohérences. Donc vous voyez, on a déchiré l'accord de Nouméa, là le terme est fort. 2007, il n'y a plus d'accord de Nouméa. Il y a une loi qui continue à s'appliquer, qui organise la vie institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, mais on n'est plus dans un accord. Vous savez, ce qui a été exceptionnel, et je vous l'ai déjà dit sur votre antenne, l'exception calédonienne en 1988, c'était quoi l'exception calédonienne ? C'est la négociation des 2 principales forces politiques qui se sont affrontées pendant les événements, en présence effectivement de l'État, et l'État met en œuvre un accord, une signature entre les 2 principales forces politiques. Ça s'était jamais vu. La République, l'État est là, il fait des propositions de loi, c'est voté ou c'est rejeté par le Parlement, mais on ne va pas consulter les intéressés avant de faire la loi. Eh bien là, c'était ça l'exception calédonienne. En 1998, ça a été pareil, une circonstance un peu différente. Pareil, nous avons négocié, nous avons signé, l'État a pris ça en considération et a fait voter par le Parlement ce que nous souhaitions. À partir de 2007, c'est fini. L'État s'est soumis
aux exigences des indépendantistes. Et à partir de ce moment-là, nous, le rassemblement, enfin, et celles et ceux qui étaient associés à nous dans cette démarche, ont été écartés. C'est ça que ça veut dire. Ont été écartés. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de consensus, il y avait plus, c'était une décision unilatérale de l'État, enfin unilatérale avec les indépendantistes. Absolument, absolument. Alors maintenant, on en paye le prix. On en paye le prix. Et maintenant, on dégèle comment? Alors on dégèle comment? Je répète, ça a été une décision unilatérale de l'État sur l'exigence des indépendantistes. Et bien maintenant, il faut que l'État, dans sa continuité, fasse ses propositions et assume le dégel du corps électoral. Et ce que je veux vous dire, à la veille de la visite du ministre de l'Intérieur, moi je l'accompagnerai dans cette démarche. Parce que c'est pas un mystère. En 2006, je m'y suis opposé. Ma famille politique a voté pour, en grande majorité, en très grande majorité, à la demande de Jacques Chirac. Moi, je me suis désolidarisé et j'ai dit ce que je pensais. Eh bien, aujourd'hui, ma position de 2006, elle s'impose à moi. Je veux dire, et en ce sens, donc, j'accompagnerai le gouvernement, j'accompagnerai le président de la République. Et je le répète, c'est une décision de l'État. Il ne s'agit pas de sortir du gel du corps électoral par la négociation avec les indépendantistes, je ne sais qui. De toute façon, ils ne veulent pas en parler. Mais il n'y a pas moyen de chercher. Je comprends bien. Il n'y a pas de consensus. Mais il ne s'agit pas de négocier quoi que ce soit. L'État doit prendre sa décision et moi, je l'accompagnerai. Alors François-Xavier Bellamy, qui était le député européen, qui était vice-président des Républicains, qui était à votre place il y a une semaine, disait que son groupe, les Républicains, son parti soutiendrait effectivement une réforme constitutionnelle. C'est le chef de l'État réunissait le Parlement en congrès à Versailles sur cette question du dégel du corps électoral. Donc vous nous confirmez que vous-même et les Républicains soutiendront le chef de l'État, même si les relations ne sont pas toujours au beau fixe au niveau national. Oui, bien sûr, mais encore une fois, la Nouvelle-Calédonie, c'est une histoire. Et cette histoire, elle a été en grande partie construite au Sénat. Et sur ces sujets-là, vous savez très bien que la proximité que je peux avoir, je peux avoir la confiance du président Larcher, la confiance du président Retailleau et de la très très grande majorité de mes collègues, d'ailleurs au-delà du seul groupe LR, va faciliter les choses. Mais je veux vous dire aussi, parce qu'on va en reparler, que moi je n'accepterai plus que nous soyons la variable d'ajustement d'un accord entre le FLNKS et le gouvernement. Parce que ce que je vous dis là sur le corps électoral en 2007, nous avons été la variable d'ajustement. On a été mis de côté parce que l'État voulait arranger ses affaires avec le FLNKS. Eh bien là, dans cette nouvelle perspective, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, je m'y opposerai. Alors, pourquoi on en arrive à cette situation ? Pourquoi on en arrive à cette situation aujourd'hui ? Parce que les indépendantistes sont enfermés dans leurs contradictions. Vous savez ce que c'est ça ? Ils sont enfermés dans leurs contradictions. Parce qu'en réalité, la revendication de l'indépendance, c'est pour fixer un électorat. Mais ce n'est pas l'indépendance qu'ils recherchent. Ils veulent exercer le pouvoir. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est d'exercer le pouvoir. Pour eux-mêmes. J'espère aussi pour leur population. En tout cas, pour eux-mêmes. On revient dans la situation des années 80. Et c'est pour ça qu'ils ne souhaitent pas venir autour de la table, parce qu'ils sont enfermés dans ces contradictions. S'ils commencent à discuter du dégel du corps électoral, ils savent que demain matin, ils ne seront plus au pouvoir. Et il n'y a que ça qui les intéresse. Il ne s'agit pas de... Bon, je comprends, on peut être indépendantiste. On peut être indépendantiste, le rêve de l'indépendance, ok. Mais vous avez bien compris depuis longtemps que ils sont pas à la recherche de ça. C'est autre chose. Ah, pourtant, Pierre Frogier, vous êtes l'un de ceux qui, pendant un certain nombre de temps, ont dit il faut maintenir le dialogue avec les indépendantistes. Vous avez parlé de parler avec eux les yeux dans les yeux, d'échanger, d'essayer de retrouver ce que vous appelez l'exception calédonienne. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est fini, qu'il n'y a plus de possibilité de dialoguer avec les indépendantistes, que eux ils ne veulent pas le faire et que tant pis quand... Vous savez, je n'ai fait que ça. Et je leur ai donné des preuves
de ma détermination. Pourquoi ? Parce que j'ai compris depuis longtemps, et les nombreuses années que j'ai passées, notamment à la mairie du Mont d'Or, m'ont fait comprendre et admettre que sur cette terre de Nouvelle-Calédonie, la loi majoritaire avait ses limites. Et que si nous voulions ancrer profondément nos institutions, nos relations, etc., ça ne pouvait se passer qu'au travers du principe de la conciliation et du compromis. Cette terre ne pourra se construire que sur ces bases-là. Sauf qu'il faut être deux. Et c'est pour ça, moi, je vous dis que aujourd'hui, malheureusement, j'ai même l'impression que j'ai déjà développé sur votre antenne le principe de partenaire-adversaire. Nous étions des partenaires, même si nous étions au lendemain de 1988, et ça a duré quelques années. Aujourd'hui, nous sommes redevenus des adversaires. Et cependant, chacun est bien conscient que la solution, encore une fois, elle ne pourra pas s'imposer. Ce n'est pas la loi des uns qui va s'appliquer aux autres. Ce n'est pas possible. Et ce que je souhaite, si j'ai un vœu à émettre, c'est que au FLNKS, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais qu'au FLNKS, ils reviennent, qui se réapproprient la signature de Jean-Marie Tjibaou en 1988. Et je suis très étonné en ce moment qu'il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. C'est peut-être pas un hasard. Mais d'un autre côté, s'ils veulent pas discuter, on l'a vu notamment lors de la dernière prise de position de la commission exécutive de l'UC, qui est extrêmement fermée, quoi. Ils contestent le troisième référendum, ils ne veulent pas parler aux non-indépendantistes, ils veulent l'indépendance dès 2025, ils ne veulent pas de dégel du corps électoral. Comment on peut avancer dans ces conditions ? Est-ce qu'il y a un moyen d'avancer, ou est-ce qu'il faut avancer uniquement avec l'État, ou comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que les Calédoniens ont l'impression que depuis 1 an et demi, depuis le dernier référendum, il ne se passe rien, quoi. Nous sommes en République, et ça a un sens. Donc c'est la loi de la majorité. Et la loi de la majorité s'appliquera. La loi de la majorité, c'est clair. La loi de la majorité s'appliquera. Alors on sait que ça a ses limites. Mais ce que je constate, et d'ailleurs le déplacement, le voyage du ministre de l'Intérieur à l'ONU, et puis un certain nombre de déclarations récentes l'attestent, c'est que les indépendantistes sont en train de perdre toute crédibilité au plan international. Toute crédibilité, même dans le Pacifique. Parce que, ça a marché pendant un moment, et je pense maintenant que la plupart des responsables politiques, institutionnels de la zone se rendent compte que finalement, ils roulent plus pour eux que pour leur population. La loi de la majorité qui s'impose, ça veut dire celle des partisans du maintien dans la France qui, à trois reprises, ont refusé l'indépendance. C'est la solution qui doit... Enfin, non, mais comme ça qu'on peut adopter une solution. Non, mais attendez, il faut que les choses soient claires. La Calédonie, elle est dans la France. Il y a des institutions qui s'appellent l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a un président de la République, il y a un gouvernement qui prennent des décrets et qui font des propositions de loi. Des projets de loi, pardon. Eh bien, c'est le Parlement. C'est le président de la République, c'est l'exécutif, c'est le Parlement français qui doit, sur la Nouvelle-Calédonie, prendre des décisions qui conviennent. Voilà, c'est clair. Mais vous aurez bien compris que mon souhait, enfin mon aspiration, c'est plus que ça, parce que ça fait partie effectivement de ma vie politique. Je sais bien que notre avenir doit être, encore une fois, construit sur le consensus et sur le compromis. Mais ce que je souhaite,
même si j'ai bien conscience aujourd'hui d'avoir été un peu direct. Ce que je souhaite, c'est que une forme de sagesse, ou en tout cas que la mémoire de ce que nous avons vécu et subi, hein, les uns et les autres, depuis 35 ans, tout ça, que ça revienne un peu, que toutes ces images, que ces échanges. Vous savez, dans les négociations de 88, ça a souvent été compliqué. Autour de la table, il y a eu des pleurs, parce qu'il y avait eu des morts. Eh bien, chez nous, chez moi, tout ça reste imprimé. Et j'aimerais bien que chez les indépendantistes, là, il y ait les mêmes mémoires qui reviennent. Puis qu'on ne se refasse pas une histoire d'aujourd'hui. Hein, qu'on soit capable de revenir à cette... comment dirais-je, qu'on soit capable de se réapproprier cette histoire et ces moments forts, parce que sinon, ce que je crains, c'est qu'on soit amené à le revivre, quoi. Pour rechercher cette solution, encore une ou deux questions, Pierre Frogier. Le gouvernement a cherché une autre méthode que celle dont vous parlez, d'essayer de retrouver un peu l'état d'esprit des premiers accords. Il a réuni des groupes de travail pour préparer les discussions sur l'avenir institutionnel. Vous y avez participé, en tout cas à plusieurs d'entre eux. C'est utile? Est-ce que vous croyez que c'est la méthode qui va permettre d'aboutir à quelque chose? Est-ce que vous allez continuer à y participer? Non, mais c'est toujours utile. Et puis, bon, je sais bien qu'au plan des marches, et que le gouvernement souhaitait effectivement que c'était un moyen pour que les indépendantistes s'associent et reviennent autour de la table. Mais ensuite, bon, il faut en tirer les conséquences. Hein. Mais j'ai toujours, je ne suis pas critique, mais vous savez, les groupes de travail, les experts, ça fait des années et des années que ça dure. Et je conviens qu'il est toujours intéressant d'échanger sur ces sujets-là. Mais dans la perspective de construction d'un nouvel accord, et puis poser les bases définitives de notre avenir, il faudrait d'abord définir une vision politique. Tant que vous n'avez pas défini une vision, tant que vous n'avez pas une vision politique de l'avenir, les groupes de travail, les documents techniques, n'ont qu'un intérêt, je ne vais pas dire secondaire, mais c'est pas avec ça que vous construisez votre avenir politique. Il faut d'abord le déterminer. Mais cet avenir politique, on ne le déterminera pas seul. On ne le déterminera pas seul. On le déterminera avec celles et ceux qui représentent aujourd'hui, effectivement, une grande partie de la population, les deux communautés humaines principales, je vous l'ai dit déjà souvent, et on le fera ensemble, mais je suis toujours convaincu, et plus que jamais, que pour passer cette phase-là, il faudra absolument se retrouver ensemble, face à face, les yeux dans les yeux, je le répète, dire ce que ça n'a pas marché, et même si dire pourquoi, ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché, et même si c'est désagréable, il faut qu'on se le dise, de façon à tenter de repartir sur des bases saines, et puis de retrouver cette exception calédonienne, je le répète, qui a été saluée par tous, par tout le monde, en 1988, au moment où nous avons signé les accords de Matignon et Oudinot, ne l'oublions pas. Et c'est donc, si on l'a bien compris, l'un des objectifs de ce nouveau mandat que vous souhaiteriez occuper au Sénat. Bon, écoutez, en tout cas, c'est oui, l'objectif, le terme est peut-être... trop trivial. Oui, c'est un peu réducteur. Mais vous aurez compris que c'est l'engagement d'une vie.
Et il se fait que les circonstances veulent que le renouvellement de la moitié du Sénat, c'est le 24 septembre. Si ça avait été dans 2 ou 3 ans, peut-être que j'aurais pu achever ce travail avant, mais bon, c'est comme ça. Et donc, vous aurez compris que, je le répète, moi je ne suis pas à la recherche d'un mandat. Ce que je souhaite, c'est pouvoir permettre à tous les Calédoniens, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, de vivre heureux. De vivre heureux sur cette terre, avec leurs enfants. Nous avons bien compris, Pierre Frogier. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle sera disponible dans quelques instants en audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.